La théorie du gender, qui est une théorie fascisante, a pris le pouvoir au niveau mondial à l'ONU en 1995 à Pékin. En gros, la théorie du genre, donc on peut reprendre les idées, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, donc les différences, c'est un système social construit, oppresseur qu'il s'agit de détruire. Si on tolère que les petits garçons se conduisent différemment des petites filles, alors on perpétue l'oppression des femmes. Conclusion, il faut empêcher les petits garçons d'être différents des petites filles. Et c'est ça l'ambition de la théorie du genre dans l'éducation. C'est devenu un mouvement politique, un mouvement qui a pris le pouvoir et un mouvement qui s'impose au monde entier. Ce que nous dit le psychiatre, il dit « Dans des années, il n'y aura plus de normes, nous serons tous des exceptions et ce sera peut-être difficile à gérer. » Et moi, je lui ai répondu « Mais attendez, monsieur, si nous sommes tous des exceptions, il n'y a plus d'exceptions, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de règles. On a un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité, et contrairement à ce que vous dites, c'est pas difficile à gérer, c'est extrêmement facile à manipuler. » Définir, c'est une démarche de rigueur. Or, la rigueur, comme on m'a rétorqué une fois à l'université, c'est un truc d'homme hétérosexuel blanc du XVIIIe siècle. On est dans un domaine, avec la théorie du genre, où on est systématiquement pas rigoureux. C'est une technique de prise de pouvoir. C'est comme ça que la théorie du genre a pris le pouvoir à Pékin en 1995, en faisant signer par des étrangers qui ne connaissaient pas l'emploi du mot gender en anglais, quelque chose qu'ils pouvaient croire correspondre simplement à une autre désignation des sexes, masculin-féminin, mais qui en réalité renvoie aussi à une théorie assez confuse ou à un ensemble de mouvements d'idées, mouvement idéologique et politique, qui a derrière lui des implications radicales. Je crois que c'est Marguerite Peters, qui parle de couches comme d'un oignon. Vous avez des façades dans le genre qui sont tout à fait respectables, et en effet, le genre, comme aspect social de l'identité sexuée, c'est quelque chose de tout à fait scientifique. Si on l'approche de manière rigoureuse, on peut essayer de voir effectivement comment sont variables les aspects sociaux de l'identité sexuée. Mais donc si on s'en tient à ça, et ça c'est la façade soft que les idéologues du gender présentent quand ils veulent faire passer leurs idées, c'est une recherche scientifique légitime. Et puis vous avez, mais très lié au reste, le noyau dur, pour qui le gender, c'est une approche uniquement en termes de pouvoir, c'est-à-dire que les hommes et les femmes n'existent pas. Parler d'hommes et de femmes, c'est juste transmettre une vision complètement politique et hiérarchisée et oppressive de la société, et c'est ça qu'il faut détruire. Et à ce moment-là, il faut détruire toute l'hétérosexualité et l'identité d'homme et l'identité de femme. Donc, il n'y a pas de définition, c'est normal et c'est très utile pour les idéologues du gender. C'est en fait George Orwell. George Orwell, il n'avait, en écrivant 1984, finalement que 11 ans d'avance. La théorie du gender, qui est une théorie fascisante, a pris le pouvoir au niveau mondial à l'ONU en 1995 à Pékin. George Orwell n'avait que 11 ans d'avance. Et en disant il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, on est vraiment dans la guerre, c'est la paix, on est vraiment dans la redéfinition des mots, qui est pas seulement un trait du genre, on trouve ça déjà un petit peu dans les idéologies de libération, mais c'est une stratégie générale qui est utile pour noyer l'esprit. Depuis des décennies, on substitue au raisonnement et à l'intellect des fonctionnements par émotion et par image, notamment grâce à la publicité. Et donc le brouillage des mots fait partie de cette dégradation, en partie voulue et délibérée, de la réflexion intellectuelle. Si on empêche de penser, c'est presque la mort de l'humanité. Le vivant et l'humain, ça fonctionne sur la discrimination. Discrimination juste. La première discrimination, peut-être, c'est cette plante est-elle comestible ou pas? Je vais discriminer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est comme ça que la vie fonctionne et que la pensée fonctionne. Et il y a une menace, si vous voulez, à partir du moment où on refuse de penser, supprimer le mot race de la Constitution, cacher ce mot, on ne peut même plus nommer des choses, homme-femme, on ne peut plus nommer la différence, etc. C'est un aspect extrêmement mortifère. Mortifère, assumé. Assumé, vous avez un des plus brillants auteurs de la théorie du genre qui s'appelle Lee Edelman. Il a écrit un livre qui s'appelle No Future, Queer Theory and the Death Instinct, l'instinct de mort, et il le revendique. C'est-à-dire que les queers sont ceux qui contestent
cette propension obligatoire et donc oppressive de l'humanité à se reproduire. Et il prend comme exemple, il insiste, il aime bien le film d'Hitchcock sur les oiseaux parce qu'il dit, typiquement, ce sont les enfants qui sont les victimes. Et il dit, les queers, en fait, sont ceux qui s'opposent à cette reproduction imposée. Et il revendique cette place. Et donc, voilà, donc à partir de cette non-définition, on débouche sur la non-pensée et sur quelque chose qui tue l'humanité, en fin de compte. Et c'est revendiqué, c'est-à-dire que les gens du gender, vous avez des gens brillants, que ce soit, il faut leur reconnaître. Après, on verra pourquoi, en quoi ça déconne, mais c'est pas eux qui sont les plus dangereux, c'est ceux qui les récupèrent. Il y a toujours deux couches dans l'idéologie. Il y a ceux qui y croient et les cyniques qui manipulent les idéologies. Eh bien, ils sont brillants et ils assument ce qu'ils disent. Donc, et en particulier Lee Edelman, qui dit parfaitement, ben oui, nous sommes du côté de la pulsion de mort. En gros, la théorie du genre, donc on peut reprendre les idées, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, donc les différences, c'est un système social construit, oppresseur qu'il s'agit de détruire. En gros, c'est ça. Donc, une idée au départ en elle-même, elle n'est pas scientifique ou pas scientifique. Ce qui va être scientifique, c'est la manière dont on va la creuser, et en particulier la manière dont on va accepter de lui faire passer les tests, les preuves de la réalité, et de voir si, expérimentalement, la théorie donne des résultats qu'on peut prévoir, etc. Les principaux auteurs ne se réclament pas du tout d'une approche scientifique. Mais même s'ils se réclamaient, il y a un vice de fond dans l'idée principale de l'idéologie du genre qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, parce que scientifiquement, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais prouver. Pourquoi ? Parce que quoi que ce soit que vous fassiez comme confrontation au réel, comme expérience, comme expérimentation, parce que c'est ça la science, ce sera toujours quelque chose de limité et fini. Et donc si dans cette expérience limitée et finie, vous trouvez qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, vous n'aurez pas prouvé qu'il n'y a pas de différence. Vous aurez prouvé que sur ce champ-là, dans ces conditions-là, il n'y a pas de différence. On pourra toujours vous rétorquer, oui, mais les différences, pour les voir, il fallait faire autre chose et vous ne l'avez pas fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut prouver qu'il y a des différences, mais pour prouver qu'il n'y a pas de différence, il faut faire une infinité d'expérimentation tout le temps. Donc c'est la seule hypothèse idiote, en fait, qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. On peut choisir plein d'hypothèses, mais celle-là, c'est la plus absurde, parce que c'est celle qu'on ne pourra jamais assumer. Le féminisme libéral, nous voulons les mêmes droits. Le féminisme auquel moi j'adhère à 100%. Il n'y a aucune raison de dénier des droits, de faire des droits différents entre les hommes et les femmes. Et puis, là, certains ont eu des attentes déçues. Parce que comme l'explique le journaliste norvégien dans The Norwegian Paradox, si vous donnez les mêmes droits à des gens qui sont différents, qui ont des préférences différentes comme les hommes et les femmes, au résultat final, vous aurez des divergences importantes. C'est-à-dire que si les femmes préfèrent les études de lettres et de psychologie et les hommes les études d'ingénieurs, la société va se diversifier selon les genres et va décevoir tous ceux qui pensaient qu'ils auraient des femmes partout et surtout au poste de pouvoir. Alors là, soit on accepte la réalité, soit on la refuse et on se réfugie dans l'idéologie, et c'est là qu'intervient le féminisme radical, qui, par analogie avec la conception marxiste des oppresseurs et des opprimés, a dit c'est parce qu'il y a un système peu visible et une idéologie peu visible qui opprime les femmes et qui au bénéfice des hommes. Là, on commence à rentrer dans quelque chose de dangereux. Pourquoi ? Parce que ça suscite la haine. Parce que ça stigmatise, on parle en psychologie de clivage, il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Et évidemment, les méchants, tout le monde va se mettre à les détester. Et ça, c'est l'irruption et la domination de ce type de féminisme dans les années 80, mettons, ça a été la raison de l'émergence de la misandrie, c'est-à-dire du sexisme contre les hommes, des quotas qui empêchent les hommes d'avoir la juste rétribution de leurs efforts, ou de leur goût, ou de leurs compétences, et, par exemple. Et ça donne lieu, et ça c'est important de le dire, à deux énormes mensonges qui dominent aujourd'hui notre société, bien avant l'irruption de la théorie du genre, les mensonges sur les violences conjugales et les mensonges sur les prétendues inégalités salariales. Un mot sur ces deux mensonges parce qu'ils donnent une idée de comment fonctionnent nos médias et notre démocratie, qu'il est très important d'avoir si on veut comprendre comment fonctionne l'implantation d'une idéologie comme le genre et comment la combattre. Depuis qu'on fait des études sur les violences conjugales, c'est-à-dire les années 70, toutes les études ont toujours trouvé qu'il y a autant, sinon plus, d'hommes battus que de femmes battues. Toutes les études. Il n'y en a pas d'autres. Si on fait une étude sérieuse en interrogeant hommes et femmes, on trouve qu'il y a autant d'hommes battus que de femmes battues, et autant de femmes violentes que d'hommes violents, voire un peu plus. Évidemment, vous voyez bien que ce n'est pas du tout ce qui est transmis et par les médias et par les gouvernements. Donc il y a des mensonges délibérés, il y a des livres écrits là-dessus, mais tout le monde s'en fout.
l'important, c'est de montrer que le féminisme radical a raison et que, via cette violence, les femmes sont opprimées et qu'il faut toujours les avantager puisqu'elles sont toujours opprimées. Le deuxième mensonge, c'est celui sur les inégalités salariales, qui est continuellement asséné par les médias et le gouvernement. Il existe des disparités salariales, mais si on cherche les raisons pour les expliquer, on les trouve. Un auteur américain comme Warren Farrell, je crois, qui est tout à fait accepté par les féministes, il a listé 25 raisons 25 variables qui, quand on les introduit dans l'analyse des différences, suppriment toute différence et même révèlent que les femmes sont plutôt plus payées que les hommes. Et ça, même les gens en France qui sont statisticiens peuvent le savoir. Donc, pourquoi ce mensonge? C'est pour toujours avoir l'idée que les femmes sont opprimées. Alors, personne n'excuse, à mon avis, pour croire à ce mensonge parce qu'il peut vérifier autour de lui. Et puis, même la logique du système capitaliste, si vraiment les femmes étaient payées 20% de moins, tout le monde se précipiterait pour les embaucher. À travail égal et à performance égale, tout le monde se précipiterait pour les embaucher. Alors, ça commence à se voir que ça ne marche pas, cette théorie. Par exemple, si on prend la catégorie des femmes auto-employées, aucun système ne les opprime, c'est elles qui fondent leur entreprise et qui décident de combien elles seront payées, elles sont moins payées que les hommes. Et il y a des explications à ça, c'est qu'elles font des choix différents des hommes. Par exemple, pour les médecins, ils vont décider de recevoir moins de gens, mais de prendre plus le temps avec. Alors évidemment, elles vont gagner plutôt moins d'argent. Et là, la théorie de l'oppression, la théorie des féminismes radicales ne marche plus. Alors comment expliquer? Eh bien, la théorie du genre est géniale. Et déjà, on y arrivait avec les derniers travaux du féminisme radical, avec Carol Gilligan, c'est le problème de la socialisation. C'est-à-dire que les femmes se limitent elles-mêmes. L'éducation conditionne, dès tout petit, les garçons à être dominants et à revendiquer, et les femmes à être soumises et à se déprécier. Et ça va être le gros travail de Carol Gilligan dans les années 90, en faisant des études pas du tout sérieuse sur le plan méthodologique, mais très à la mode sur le plan idéologique, en même temps que les livres de Butler, c'est les mêmes époques, les années 90, Gender Trouble c'est 1990, et les études de Gilligan c'est dans les années 90 aussi. Voilà comment le relais se fait, parce qu'on ne peut plus arguer qu'il y a un système, le mythe du plafond de verre, en fait, quand on regarde de près, ça ne marche pas du tout. Mais en revanche, si on dit que c'est dès le conditionnement, dès la constitution de l'identité que tout s'installe, alors on a une bonne idée. Et ça aboutit à ce que vous trouvez maintenant sur les systèmes, sur les sites américains d'éducation. Si on tolère que les petits garçons se conduisent différemment des petites filles, alors on perpétue l'oppression des femmes. Conclusion, il faut empêcher les petits garçons d'être différents des petites filles. Et c'est ça l'ambition de la théorie du genre dans l'éducation. Il y a une chose que j'ai remarquée, parce que ça m'arrive de donner des conférences, et il y a vraiment une difficulté, voire une incapacité pour des personnes, y compris qui ont fait des études supérieures, à raisonner de manière satisfaisante pour conjuguer à la fois les contraintes de la réalité et les aspirations légitimes à l'égalité et à l'absence de discrimination injuste. En fait, le raisonnement à tenir à tout moment est relativement simple. Il est de dire que si on prend des groupes, c'est normal qu'on ait des différences statistiques entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que de taille, de force, etc., musculaire au niveau des bras, mais ça n'est pas un prétexte justifié pour brimer ou un homme ou une femme en fonction des caractéristiques de son groupe. Et je prends un exemple quand je donne des conférences qui est celui des bûcherons. Il n'y a pas de raison d'interdire à une femme qui a la force, l'agressivité, l'énergie et l'envie d'être bûcheron il n'y a pas de raison de lui interdire d'être bûcheron, mais en revanche, il ne faut pas s'étonner s'il y a plus de bûcherons hommes que de femmes, parce qu'en principe, au niveau du corps, dans la force des bras et les muscles, les hommes sont plus costauds et puis ils ont peut-être plus de plaisir à le faire. Eh bien, ce raisonnement, si tout le monde le tenait, il suffirait à résoudre tous les problèmes de discrimination, parce qu'on accepterait à la fois les différences générales, quelles qu'elles soient, évidemment qui sont toujours bonnes ou mauvaises pour les uns et les autres, ça dépend de quel côté on se place, et puis on serait toujours en train de traiter avec équité les personnes qu'on a devant soi en fonction de leur réalité. Et il peut y avoir des hommes féminins, des femmes masculines, etc. Mais ça, je me rends compte quand je donne des conférences que bien des gens ne sont plus capables de ce raisonnement.